marche. Bonjour, avec l'association des Infox Migration et des chercheuses qui sont aujourd'hui présentes, on a voulu revenir sur les événements tragiques qui ont eu lieu jeudi dernier à Annecy. Des événements évidemment très graves qui ont beaucoup interrogé sur le profil de l'assaillant. Et dernièrement, les questions se sont orientées pas mal sur son profil juridique, disons son statut, avec la question de savoir s'il était effectivement en situation régulière en France, ce qui paraît être le cas puisque donc l'assaillant était un demandeur d'asile en France qui lui donnait le droit de séjourner sur le territoire. Maintenant, il nous semble aussi que la question se pose différemment sur justement le terrain de ce profil et qui ouvre une discussion sur la question de la santé mentale des étrangers en général. Et on est ravis d'en parler aujourd'hui avec Marie-Caroline Salio-Yatsimirski et Andrea Tortelli qui vont venir un peu explorer cet aspect chacune leur tour. Marie-Caroline. Oui, bonjour, merci Tania. Donc, je vais répondre en ma qualité de psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne dans un service de psychiatrie et notamment dans une consultation de psychotraumatisme. Et par ailleurs, je travaille comme anthropologue aussi sur les questions migratoires. Ce qu'on peut dire de ces questions de santé mentale et de migrants, alors évidemment, il est toujours très compliqué de parler des migrants. Il y a une extrême diversité. Et on sait que parmi eux, notamment parmi les demandeurs d'asile, certains ont vécu des violences extrêmes. Et par ailleurs, ce Syrien, cet assaillant lui-même, était réfugié. Il avait donc été reconnu comme nécessitant une protection contre des violences possibles. Ce qu'on sait également, c'est qu'il n'y a pas de lien de causalité immédiat, c'est-à-dire, bien sûr, tous les migrants n'ont pas des problèmes de santé mentale ou ne développent pas des troubles liés à la migration, mais en revanche, les données épidémiologiques nous montrent qu'il y a des facteurs liés à la migration qui ont un effet sur la santé mentale. Donc, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est deux points. Premièrement, il y a des vécus pré-migratoires, migratoires dans le parcours et post-migratoires qui vont être ces facteurs qui peuvent dégrader la santé mentale des personnes en migration. Vécu pré-migratoire, notamment dans les violences. Ce sont des violences souvent extrêmes, liées à des emprisonnements, des tortures, etc. Pendant le parcours migratoire se répète une série de violences, mais aussi des séparations, par exemple des séparations ou des pertes familiales ou communautaires. Et puis, pendant le vécu post-migratoire, il y a des formes de déracinement, des pertes identitaires, la précarité et la stigmatisation, les conditions générales d'accueil qui peuvent à nouveau être des facteurs qui vont détériorer la santé mentale. Un élément d'autant plus important, c'est que parmi ces personnes en migration ou ces personnes qui arrivent, il y a certaines qui vivent dans des conditions particulièrement précaires. Je pense à la vie de rue, je pense à la vie de camp, je pense aussi à des personnes, des populations très vulnérables, par exemple des jeunes mères, des femmes, des mineurs non accompagnés. Enfin, on a des populations là qui sont particulièrement fragiles et lorsque les situations sont en plus très complexes, eh bien, ça va dans le sens d'une détérioration de cette santé mentale. Je reviens sur les deux troubles majeurs qu'on rencontre principalement en consultation. Je vous ai dit donc qu'il y avait parmi ces populations certaines qui avaient vécu des violences extrêmes, la guerre, la torture, les viols, des conditions d'humiliation très très fortes. Et on reçoit beaucoup de personnes qui sont passées par la Libye et en général, des personnes qui sont passées par la Libye reviennent avec des formes extrêmes de violence qui font que psychiquement, elles vont mal. Et donc, ce qu'on voit dans les données épidémiologiques, ce sont deux troubles. Premièrement, le trouble de stress post-traumatique et deuxièmement, des formes de dépression qui peuvent les accompagner. Autrement dit, il y a une prévalence dans les données épidémiologiques de ces deux troubles. Le rapport, par exemple, de santé du COMED de 2017 montre que 62% des personnes accueillies dans les centres de soins déclarent avoir subi des violences, 14% étaient victimes de torture et donc dans ce rapport, on évalue à entre 30 et 70%
la population qui aurait un de ces troubles. En général, les deux troubles sont corrélés, le trouble de stress post-traumatique et des dépressions. En tout cas, il y a une prévalence augmentée très forte de ces deux troubles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trouble de stress post-traumatique? Eh bien, vraiment en deux mots, lorsqu'il y a des troubles traumatiques qui sont des violences extrêmes à l'égard de quelqu'un, cette personne va développer des formes de dissociation traumatique, c'est-à-dire une extrême violence psychique internalisée qui fait qu'elle est dans une situation souvent de déréalisation. Elle vit des reviviscences qui la replongent dans les événements très violents. Elle manifeste des troubles cognitifs et de mémoire. Quelquefois, ça peut être très, très compliqué, perte de repères. Et puis, tout l'ensemble des symptômes qui peuvent accompagner cela, c'est-à-dire impossibilité de dormir, grave trouble du sommeil, difficultés relationnelles, etc., parce qu'elles ont été violentées et se développent d'ailleurs de plus en plus ce qu'on appelle le trouble post-traumatique complexe, le trauma complexe, autrement dit, lorsque ces violences ont été répétées. Or, on est aujourd'hui dans des situations migratoires où les violences sont répétées. Elles sont répétées non seulement pendant le parcours, la trajectoire migratoire. Les personnes n'arrivent pas en avion, boum, bam, direct, et ça se passe bien. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les longs parcours qu'on voit aujourd'hui se définir. Et d'autre part, on a une deuxième donnée environnementale, c'est que le pays d'accueil, les arrivées, les conditions d'accueil ont tendance à dégrader à nouveau la santé mentale des personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments de dégradation, les conditions d'hébergement en général extrêmement précaires, la barrière de la langue qui peut être un obstacle très compliqué pour une personne qui a besoin de trouver du secours, également la difficulté de l'accès au droit, la stigmatisation. Donc, un ensemble de choses qui font que ces personnes qui ont besoin d'être prises en charge, qui ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qui s'est passé et même à nommer ce qui se passe dans leur tête, c'est très compliqué, eh bien, ont du mal à avoir accès aux soins et c'est un facteur de dégradation actuel. Merci beaucoup pour ces éléments et je vais passer tout de suite la parole à Andrea Tortelli pour des compléments. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Andrea Tortelli, psychiatre à CAPSIS, qui est une consultation régionale psychiatrique pour des migrants en Île-de-France. Et je suis aussi chercheur à l'INSERM. Et justement, compléter ces réflexions par rapport à la prise en charge de ces personnes donc, qui sont à un risque plus important que la population générale de développer des troubles psychiatriques. Alors, comment ça se passe actuellement, l'accès de ces personnes aux soins de santé mentale en France? On sait qu'un service public qui existe partout en France, c'est le système du secteur psychiatrique, mais pas très adapté à cette population parce que, surtout après cette dernière vague depuis 2015, la nécessité d'interprétariat pour les consultations, elle est fondamentale alors qu'elle est très peu utilisée par les services. Deuxième chose, le secteur, les soins sont basés sur l'adresse de la personne, alors qu'il s'agit d'une population avec une mobilité forcée, c'est-à-dire que une bonne partie des demandeurs d'asile, ils restent à la rue, donc ils n'ont pas d'adresse fixe, et même quand ils ont une adresse fixe, cette adresse, elle va changer en fonction des résultats de la procédure de demande d'asile. Donc, c'est une population qui va finalement ne pas pouvoir adhérer comme il fallait les soins. Deuxième chose, c'est que c'est des services aussi, je voulais dire, qui sont plutôt focalisés pour des pathologies psychiatriques sévères. Donc, on va parler de schizophrénie, troubles de l'humeur type bipolaire, etc. Et donc, pas très dédié aux pathologies décrites. Et donc, on va dire une fausse sous-spécialisation parce que les traitements pour le trouble post-traumatique pour la dépression, il est connu des psychiatres et même des médecins généralistes. Troisième chose, pour la personne, alors, quelles sont les barrières? Déjà, ce n'est pas la priorité.
Les personnes, ils ont souffert, ils souffrent, mais la priorité, c'est la procédure, avoir à manger ou dormir. Les enfants, parfois, il y a des familles à la rue. Donc, les gens tiennent, ils tiennent, jusqu'à ce qu'il y ait une grande décompensation, malheureusement, et que ça finisse parfois aux urgences. Donc, entre ça, cette problème de priorité, et aussi les méconnaissances du système de santé. Les personnes ne savent même pas que ça existe. Des centres de santé, on peut aller consulter gratuitement. Donc, comment aller consulter? Ils pensent, moi j'ai des patients qui disent non, mais j'attendais d'avoir les droits pour arriver. Non, en France, on peut consulter santé mentale gratuitement. Donc, cette méconnaissance aussi, c'est une barrière d'accès aux soins. Et aussi, troisième chose, pour les pathologies plus sévères, les gens, comme on dit, les psychoses ou les choses plus graves, parfois les personnes, elles sont isolées. Et l'accès aux soins dépend souvent d'un tiers qui va les amener vers le soin. Ces personnes, alors, elles sont isolées. Donc, comment elles peuvent aussi arriver aux soins? Donc, ces trois barrières, elles sont très, très importantes. Ensuite, la prise en charge elle-même, ce qui a été dit sur les facteurs qui impactent la santé mentale des migrants, il faut les prendre en charge. Il ne suffit pas la prescription des médicaments. Pour que la personne aille mieux, il faut aussi pouvoir agir, quand on peut bien sûr, mais sur les facteurs qui impactent la santé mentale en tout. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement social, il faut un accompagnement somatique. C'est des personnes qui ont été torturées. C'est des personnes qui ont eu des accidents de parcours pendant le parcours migratoire. C'est des personnes qui arrivent à 90% avec des maux de tête. Des maux de tête parfois parce qu'on ne dort pas. Oui, parce qu'on est déprimé. Oui, mais aussi parce que parfois on a reçu un coup sur la tête. Donc, la prise en charge somatique, elle est aussi importante que la prise en charge psychiatrique. Donc, une prise en charge idéale pour cette population, il faut vraiment que ça soit une prise en charge globale. Ensuite, la question des facteurs de résilience. On oublie souvent que c'est des personnes extrêmement avec une capacité d'adaptation très importante. Ils ont fait un long parcours. Ce n'est pas n'importe qui fait un long parcours et qui arrive. Parce que nous, on voit ceux qui arrivent. Mais ces personnes-là, aussi pouvoir réinvestir les facteurs qu'elles ont jusqu'à présent, les aider à tenir. Donc, la socialisation, l'apprentissage de la langue, les activités où elles vont arrêter de penser tout le temps, où elles peuvent penser à des choses positives. Toutes ces activités aussi vont compter dans la prise en charge et vont avoir un poids sur l'évolution de la maladie. Donc, pour résumer, en fait, ce travail de prise en charge, c'est surtout un travail de prévention. Si on commence à prendre en charge rapidement la détresse psychologique et les facteurs qui vont peut-être aggraver cette détresse, on va éviter que les personnes arrivent à des troubles psychiatriques plus graves. Donc, c'est ça la leçon à tirer de ces situations-là. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces deux points très, très complets et qui nous ouvrent déjà des pistes d'éclairage et de compréhension de cette situation et donc des facteurs qui ont un impact sur la santé mentale des étrangers et des migrants en France et aussi des pistes pour leur prise en charge et un meilleur accès aux soins. Vous pourrez retrouver ces interventions sur nos différents réseaux sociaux et vous pourrez nous demander plus d'informations et compléments en nous contactant soit via notre page Twitter Desinfox Migration, notre page Instagram, également notre site internet www.desinfoxmigration.com. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@desinfoxmigration.fr également. Marie-Caroline Salio et Andrea Tortelli, merci beaucoup de vos éclairages. Tania Rachaud, merci beaucoup pour l'introduction et l'initiative de cette rencontre. Nous vous disons à bientôt.